Le système mondial des droits humains est en danger, notamment sous l'assaut généralisé de Donald Trump contre les piliers de la démocratie. C'est l'alerte qui a été lancée par l'ONG Human Rights Watch dans son dernier rapport. Mais concrètement, quels actes de Trump inquiètent l'ONG, que ce soit aux États-Unis, mais aussi avec un impact important sur le reste du monde, y compris en Europe. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Dans son rapport annuel, l'organisation non gouvernementale de défense des droits humains revient donc sur les atteintes aux droits fondamentaux dans une centaine de pays. Elle souligne notamment que la vague démocratique qui a débuté il y a plus de 50 ans a cédé la place à ce que les spécialistes appellent une récession démocratique. Selon certains indicateurs qui ont été relayés dans ce rapport, l'état de la démocratie serait revenu à son niveau de 1985 à l'époque de l'Union soviétique. Aujourd'hui, rendez-vous compte, c'est près de 72% de la population mondiale qui vit sous un régime autocratique. Un régime autocratique, c'est donc un système politique où une seule personne exerce un pouvoir absolu, sans limite des institutions ni partage du pouvoir. On peut penser ici à la Chine ou encore à la Russie pour ne citer que, mais il y en a beaucoup plus. Et malgré ce déclin démocratique qui, il faut le dire, ne date pas d'hier et ne date pas non plus de l'élection de Donald Trump, eh bien le rapport estime que l'année 2025, elle peut être considérée tout de même comme un point de bascule pour l'affaiblissement des droits humains dans le monde. Et Donald Trump, vous l'aurez compris, en est donc directement responsable, à la fois dans l'une des plus grandes puissances mondiales, à savoir donc les États-Unis, mais aussi dans le reste du monde par ses actes, comme on va le voir juste après. Selon Human Rights Watch, Donald Trump, en seulement un an, a, je cite, attaqué l'indépendance du système judiciaire et fait reculer les droits des femmes, mais aussi, je cite, compromis les recours contre les discriminations raciales et supprimé les protections pour les personnes LGBT. Alors on va pas pouvoir rentrer en détail sur tous les points, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et on a déjà abordé un certain nombre de sujets ces derniers mois, mais concernant par exemple la justice, Trump s'est par exemple directement attaqué aux juges qui n'allaient pas dans le sens de sa politique, à rebours complet donc des principes de séparation des pouvoirs. En matière de politique migratoire maintenant, il y a eu des mesures évidemment très contestées. L'administration Trump a certaines fois poursuivi ou adapté des mesures même après que des tribunaux les aient bloquées. C'est vu par beaucoup comme une forme de mépris ou de contournement direct de décisions judiciaires. Donald Trump accuse même certains juges allant à son encontre d'être radicalisés, des menaces par ailleurs qu'il adopte envers des médias. L'ONG critique aussi le fait que Donald Trump, depuis son retour au pouvoir, a supprimé un certain nombre de programmes fédéraux d'équité ou encore d'inclusion et de diversité. Des programmes qui pour certains faisaient débat, mais qui pour d'autres faisaient consensus dans leur capacité à lutter contre les discriminations. Mais l'ONG va même beaucoup plus loin en affirmant que Donald Trump a, je cite, adopté des politiques et une rhétorique qui rejoignent l'idéologie nationaliste blanche. Ça prend tout un tas de formes dans sa politique migratoire qu'on a pu analyser ces derniers jours, mais ça prend aussi parfois la forme de propos ouvertement racistes. Par exemple, à Davos, en Suisse, quand Trump a déclaré que les Somaliens avaient, je cite, un QI très faible et que la Somalie n'était selon lui, je cite, même pas un pays. L'ONG dénonce aussi dans son rapport le rôle des agents fédéraux de l'immigration, donc les agents de l'ICE, qui interviennent masqués et qui ciblent parfois arbitrairement les personnes issues de la diversité, donc simplement au faciès et sans avoir autrement de raison particulière de cibler telle ou telle personne. Ces arrestations parfois au faciès, donc en fonction de la couleur de peau, eh bien terrorisent différentes communautés, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et cet usage répété de la force a récemment mené à la mort de 2 personnes dans la rue à Minneapolis, tuées donc par les agents de l'ICE. Par ailleurs, l'ONG revient aussi sur la déportation de plusieurs migrants vers des pays avec lesquels ils n'avaient pour certains aucun lien et aucune garantie de sécurité. Par exemple, de centaines de migrants vénézuéliens ont été envoyés dans une prison au Salvador, une prison dans laquelle ils ont été torturés et victimes d'abus sexuels, comme le rappelle l'ONG. Enfin, au niveau électoral aussi, alors là c'est un sujet à part entière et on aura le temps d'en reparler beaucoup plus en détail dans les prochains jours, mais Trump estime que son parti, les Républicains, devrait prendre davantage le contrôle du processus de vote lors des élections dans plusieurs territoires du pays. Faut savoir qu'aux États-Unis, les élections, elles sont gérées par les États et pas directement par le gouvernement à l'échelle fédérale. Et donc en renforçant le contrôle de son parti dans le cadre de vote, certains craignent notamment que le camp de Trump puisse favoriser leur parti. Et là, c'est pas des soupçons qui sont vains, puisqu'il faut tout de même le rappeler, Donald Trump n'a jamais accepté le résultat des élections de 2020 qui plaçait Joe Biden gagnant, et ce malgré
tous les décomptes et tous les recours qui ont été faits. Bon, et plus largement sur cette histoire d'élection et sur les autres sujets, on n'aura pas l'occasion aujourd'hui de revenir sur tout, mais c'est évidemment des éléments importants qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer et d'analyser sur la chaîne. Mais ce que dit le rapport ici, c'est que Donald Trump ici ne s'est pas attaqué à la démocratie uniquement à l'échelle des États-Unis. C'est des questions qui vont beaucoup plus loin et en fait il porte son idéologie au-delà même du camp états-unien. C'est le cas par exemple en Europe, Trump l'a affirmé à de nombreuses reprises, il l'a assumé d'ailleurs avec son document qui a dressé sa politique en fin d'année. Il souhaite exporter son idéologie dans le reste du monde et notamment en Europe. Il assume avec d'autres personnes de son entourage, notamment Elon Musk, un soutien au parti d'extrême droite européen capable potentiellement de répliquer sa politique. Concernant sa politique internationale maintenant, on peut rapidement évoquer la situation au Venezuela. Début janvier, les États-Unis ont mené une opération qui a conduit à l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse. Une action largement considérée comme une violation du droit international. Et attention, là, quand on parle du Venezuela, évidemment la démocratie est très loin aujourd'hui d'être une démocratie. Entre élections accusées de fraude ou encore placement en détention et torture d'opposants politiques. Mais cette attaque donc de Donald Trump sur le Venezuela, l'ONG estime qu'elle a bouleversé et remis en cause certains principes d'intégrité territoriale. Et plus largement en fait, Trump affirme n'avoir, je cite, pas besoin du droit international comme contrainte, mais seulement, je cite, de sa propre morale. La crainte aussi de l'ONG, c'est que cette posture aujourd'hui de Trump, elle pousse certains autres pays, par exemple la Russie, par exemple la Chine, un certain nombre d'autres puissances mondiales, à ne pas respecter non plus les droits humains ou encore la démocratie. Et elle craint donc que tout ça en quelque sorte légitimerait des actions qui seraient contraires au droit international, à la démocratie ou aux droits humains. Et récemment d'ailleurs, on peut penser à la question de l'Iran avec la répression absolument sanglante qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts selon plusieurs rapports. Répression donc menée par le régime islamique contre les manifestants. Alors rapidement, que conseille l'ONG? Elle estime qu'un certain nombre de démocraties, y compris au sein de l'Union européenne, où il y a là aussi des problèmes démocratiques qui existent, mais elle estime donc que globalement les démocraties doivent arriver à se soulever et s'affirmer face à ces dérives. L'ONG est assez réaliste sur le fait qu'individuellement ces pays ne peuvent pas faire grand chose, mais que si elles s'unissent, potentiellement, elles peuvent rappeler certains principes de droit international. Elle évoque aussi un certain nombre de mouvements de résistance qui peuvent exister, notamment aux États-Unis. Bref, c'est un sujet tentaculaire dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser, mais ça me semblait intéressant de se concentrer sur le rapport de cette ONG. En tout cas, sur toutes ces questions-là qu'on a pu aborder, que ce soit aux États-Unis ou encore dans le reste du monde, c'est des sujets qu'on va analyser beaucoup en détail cette année, y compris via des formats de reportage qu'on va reprendre et que je vais essayer de développer dans les prochains mois. Allez, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. On voulait revenir sur l'agression d'une enseignante en arts plastiques qui a été poignardée par un élève de 3e ce mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer dans le Var. L'élève de 14 ans lui a porté 3 coups de couteau à l'abdomen et 1 à l'avant-bras pendant la remise des copies, selon la présidente de la Fédération de parents d'élèves du Var. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat, a annoncé le procureur. De son côté, la professeure, dont le pronostic vital était d'abord engagé, est toujours hospitalisée. Son état est désormais stable, mais reste très préoccupant, selon le ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendu sur place. À ce stade, cette attaque n'a pas de connotation religieuse ou politique, selon le procureur. Il a indiqué que le collégien avait reconnu avoir prémédité l'agression de sa professeure. Il avait déjà projeté d'agresser sa professeure la semaine dernière en apportant un couteau au collège. À noter que l'adolescent n'était pas connu de la police ou de la justice. Le ministre a toutefois évoqué un cadre familial compliqué. Un signalement avait d'ailleurs été fait en mars 2025 par le collège pour des suspicions de violence parentale sur sa sœur, selon le procureur. En France, la tentative d'assassinat est punie de réclusion criminelle à perpétuité, mais pour un mineur de moins de 16 ans, la peine maximale est de 20 ans. Deuxième info, l'ancien président des États-Unis Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, qui était la candidate démocrate à la présidence en 2016, ont finalement accepté de témoigner devant le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, dans le cadre de l'enquête sur Jeffrey Epstein. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Bill Clinton ce lundi. Alors pour rappel, Jeffrey Epstein, c'est un financier américain qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un vaste réseau de trafic sexuel de mineurs. Il s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé. En fait, le couple était visé depuis janvier par une procédure pour entrave au Congrès après avoir refusé de se présenter à une audition sur leur lien avec Epstein. Hillary Clinton sera donc finalement entendue le 26 février et Bill Clinton le 27. Bill Clinton est apparu à plusieurs reprises aux côtés d'Epstein, notamment dans son jet privé, selon des documents récemment déclassifiés par la justice. Hillary Clinton sera quant à elle interrogée sur ce qu'elle savait de ses liens. À noter que Bill Clinton a toujours nié être au courant des crimes sexuels
sexuels de Epstein. Parallèlement à ça, Donald Trump a déclaré mardi concernant l'affaire Epstein qu'il était, je cite, temps pour le pays de passer peut-être à autre chose. Le président des États-Unis est cité de nombreuses fois dans les documents Epstein et le ministère de la Justice refuse de publier davantage de documents en sa possession. On en parlait d'ailleurs en début de semaine. Troisième info, les femmes ont désormais l'autorisation de conduire des 2 roues en Iran selon une résolution signée ce mardi par le premier vice-président iranien. Alors en réalité, le code de la route ne leur interdisait pas explicitement de conduire des scooters ou des motos par exemple, mais en pratique, les autorités refusaient de délivrer ces permis aux femmes iraniennes. Résultat, les motardes étaient jusque-là légalement tenues pour responsables en cas d'accident, même si elles en étaient victimes. Cette nouvelle résolution leur permet donc officiellement d'obtenir un permis de roue. Elle oblige la police routière à fournir une formation pratique, à organiser un examen sous la supervision directe de la police et à délivrer ces permis moto aux femmes. À noter que les droits des femmes en Iran restent sévèrement restreints. On peut notamment penser à Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans qui est morte en garde à vue en septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas son voile correctement. En tout cas, cette annonce intervient après une vague de manifestations dans le pays qui dure depuis fin décembre 2025. La répression de ces manifestants aurait fait plus de 30 000 morts selon certains médias et ONG, mais le bilan reste incertain en raison de la censure. Quatrième actu, on voulait revenir sur le procès en appel du RN. Le parquet a requis ce mardi 4 ans de prison, dont 1 an ferme avec bracelet électronique pour Marine Le Pen, ainsi que 5 ans d'inéligibilité, mais sans application immédiate. Pour rappel, elle avait été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National, ce qui l'empêche pour le moment de se présenter à toute élection pendant 5 ans. Mais Marine Le Pen a donc fait appel et cette fois-ci, je le disais, le parquet demande la même peine d'inéligibilité, mais sans application immédiate. Ça veut dire que Marine Le Pen pourrait se présenter à la prochaine présidentielle si les réquisitions sont validées, qu'elle se pourvoit en cassation et obtient donc l'annulation de sa condamnation par la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire. Pour ce faire, la Cour de cassation devrait rendre son jugement avant la présidentielle de 2027. À noter qu'il ne s'agit pour le moment que de réquisition et non pas de la décision finale. Le procès doit se finir le 12 février et la décision de la Cour d'appel est attendue d'ici l'été 2026. On suivra ça. Cinquième actu, si vous vapotez, sachez que ce n'est pas sans danger. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 106 substances sont particulièrement préoccupantes sur les 1775 substances présentes dans les aérosols, donc la vapeur inhalée par le vapoteur. En fait, l'agence a mandaté 14 experts pour analyser près de 3000 études scientifiques sur le sujet. Elle en a conclu que certains produits contenus dans les vapoteuses présentent des risques cardiovasculaires, respiratoires et cancérogènes. Selon l'ANSES, s'il n'y a pas de lien direct entre le fait de vapoter et de développer un cancer, le vapotage pourrait favoriser l'apparition de cellules cancéreuses. Des effets sont aussi possibles sur le développement du fœtus en cas d'exposition pendant la grossesse. Pour l'ANSES, le vapotage doit donc rester un outil de sevrage tabagique destiné aux fumeurs qui souhaitent arrêter les cigarettes classiques. À noter que plus de 3 millions de personnes vapoteraient quotidiennement en France selon le baromètre de Santé publique France 2024. Et on finit avec cette info qui concerne là encore la santé. Près de 4 cancers sur 10 dans le monde seraient évitables selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'étude publiée dans la revue Nature, ça représente 38% des nouveaux cas de cancer diagnostiqués dans le monde en 2022, soit 7,1 millions de cas. À l'échelle mondiale, le tabac est la principale cause évitable, provoquant 15% des nouveaux cas. Viennent ensuite les infections, à l'origine de 10% des cas, puis la consommation d'alcool qui en provoque 3%. Près de la moitié de ces cancers évitables touchent le poumon, l'estomac et le col de l'utérus. Et concernant le cancer du poumon, justement, un dépistage généralisé de ce cancer sera créé en France d'ici à 2030. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé ce mercredi. Il s'agira d'un dépistage similaire à celui déjà pratiqué pour le cancer du côlon. Les premiers dépistages auront lieu dès mars dans le cadre d'une expérimentation avec plus de 20 000 personnes qui pourront être dépistées. Merci beaucoup Léa, voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je pense que vous le savez et que vous en avez l'habitude, mais pour plus d'actualités, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et autre chose, ces formats, vous pouvez les découvrir directement en podcast. C'est aussi une façon très facile de découvrir mes interviews. J'ai sorti récemment une interview de Pierre Ninet ou encore une interview de Yoshua Benjo qui est un expert sur l'IA pour parler de la question des dangers de l'IA. Le lien du podcast est directement en description. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.